Il y a 50 ans, avec à peine $500 en poche, une vision audacieuse et une détermination sans limite, Phil Knight crée Nike. Aujourd'hui, cette marque est la plus grande entreprise qui existe au monde dans le domaine du sport et avec un chiffre d'affaires de 51 milliards de dollars, Nike écrase la concurrence. C'est parti pour explorer en profondeur l'histoire extraordinaire d'une des marques les plus emblématiques de l'industrie du sport et du lifestyle. Phil Knight est né le 24 février 1938 à Portland. Très vite, il est passionné de sport et plus particulièrement du running. Il rêve de se professionnaliser et pour ça, il va s'inscrire à l'université dans un club d'athlétisme où il rencontrera son entraîneur Bill Bowerman, qui est à l'époque le meilleur entraîneur des États-Unis. Phil est doué, mais clairement, il va se rendre compte qu'il n'est pas assez doué pour être pro et donc il va vite se reconcentrer sur ses études de comptabilité et sur le monde de l'entrepreneuriat qui l'attire de plus en plus. À l'université, il adore parler de chaussures de course avec Bill. Il parle de leur conception, de leur performance et ils sont complètement admiratifs de la marque Adidas qui domine à ce moment-là complètement le marché du running. Toujours à l'université, dans le cadre de son cursus, Phil doit réaliser une étude de marché et bien évidemment, il va choisir du coup le marché de la chaussure de running. Dans ses recherches, Phil s'aperçoit que pour le moment, donc il y a Puma et Adidas qui sont deux marques allemandes qui dominent littéralement le marché, mais il va aussi se rendre compte que les Japonais sont pas mal dans leur domaine et qu'ils produisent également des chaussures avec une qualité supérieure mais un plus petit prix. Dû de 1, c'est le Japon et que la main-d'œuvre est plus petite, et de 2, parce que le coût d'échange du dollar américain est vachement faible. Donc son travail se porte super bien, les professeurs sont super contents et l'année scolaire se finit. Phil, après ce boulot-là, il va se dire mais en fait, pourquoi je rêve autant? Pourquoi je ne veux pas finalement réaliser pour de vrai ce projet et me rendre au Japon et aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas? Surtout que Phil adore voyager et donc il se dit c'est l'occasion, je prends mon billet, je m'en vais au Japon. Une fois au Japon, Phil prend la décision de prendre un rendez-vous avec la marque Onitsuka, qui est du coup à ce moment-là une marque qui se distinguait très fortement dans ce domaine, qui apparemment excellait. Le jour J, Phil il stresse complètement parce que le mec il arrive, il a pas de diplôme, il a pas de compétences, il arrive juste là au culot, au bluff, en prétendant être un homme d'affaires. Donc il arrive à l'usine avec quelques personnes et ils discutent. L'échange se passe plutôt bien et tout d'un coup, un des Japonais lui pose la question « Quel est le nom de votre entreprise ?» Question qu'il aurait pu anticiper facilement, mais qu'il n'a pas du tout anticipé. Il va écrire un livre dans lequel il va dire « J'ai senti une décharge d'adrénaline qui a déclenché chez moi une réaction de fuite. J'avais envie de courir et d'aller me cacher dans ce qui était pour moi l'endroit le plus rassurant au monde, la maison de mes parents, et en visualisant cette maison et plus particulièrement ma chambre couverte de rubans bleus et de médailles que j'avais remportées lors de compétitions de course à pied, j'ai répondu au cadre de l'usine « Blue Ribbon Sport ». Après plusieurs heures, ça s'est bien passé et les deux sont d'accord pour tester un partenariat. Phil va donc faire une première commande d'une dizaine de paires de chaussures pour retourner aux États-Unis et essayer de vendre ça, de voir un petit peu comment ça se passe. Cette commande donc du modèle Tiger s'élèvera à $50, ce qui était pas rien à l'époque pour Phil. À savoir aujourd'hui que Onitsuka est devenue la fameuse marque ASICS. Phil rentre donc aux États-Unis, finir ses études de comptabilité et il attend son colis qui arrivera 1 an plus tard. Il faut pas oublier qu'on est en 1964 et que clairement, ça prend du temps. C'est pas comme aujourd'hui avec Amazon où en 24 heures, on est livré. Donc Phil rentre aux États-Unis et là il se dit bon, pour ce projet, il faut que je passe à la vitesse supérieure, il faut donc que j'en parle à quelqu'un. Il va donc contacter son entraîneur Bill Bowerman en lui expliquant la situation. Bill, il va tout de suite adorer l'idée, il va être hyper emballé par son enthousiasme et il va dire « Ok, je te suis ». En 1964, ils vont donc officiellement créer la fameuse entreprise Blue Ribbon Sport, dans laquelle Bill va investir $500, ce qui n'était pas rien à l'époque, pour débuter l'aventure. 1 an plus tard, du coup, comme je vous ai dit, il va recevoir ses premières chaussures qu'il va vendre et ces chaussures vont littéralement partir hyper vite. Pour du coup passer à la vitesse supérieure, Phil va commander 300 nouvelles paires chez l'entreprise Onitsuka et il va leur demander d'être leur fournisseur exclusif pour Blue Ribbon Sport dans l'ouest des États-Unis. Onitsuka va accepter et ça va être le début d'un partenariat qui va durer 10 ans.
Il fallait savoir qu'à ce moment, la demande était très élevée parce que c'était vraiment l'essor du sport à ce moment-là et que les chaussures Adidas et Puma étaient vendues à 9 $, ce qui était cher à l'époque, et Blue Ribbon Sport propose leurs chaussures à 7 $. Ça va donc évidemment fonctionner, ça va être un succès. Malgré ça, pour continuer ce commerce, Phil va quand même cumuler plusieurs boulots et il va raconter par la suite qu'il a dû attendre 10 ans avant d'être rémunéré complètement par Nike. En 1970, les livraisons vont avoir un petit peu de retard, il y a des choses qui vont mal se passer. Et Phil, du coup, va tout remettre en question et il va se demander mais pourquoi ça se passe mal, pourquoi il y a des problèmes de livraison. Et il va comprendre en fait que clairement, Onitsuka, sa priorité, pour eux, c'est les Japonais et clairement, les États-Unis, ça vient après. Donc Phil, il va tout remettre en question, il va se dire mais en fait, c'est hyper dangereux d'avoir juste un fournisseur et moi, s'il y a le moindre souci, en fait, tout mon commerce ici, il s'écroule et je vais carrément perdre de l'argent parce que moi, j'ai mis toutes mes économies là-dedans, enfin, ça va pas. Et donc, malgré du coup le contrat d'exclusivité, Phil va aller voir une autre usine au Mexique. Alors ce contrat d'exclusivité, il disait en fait que Phil ne pouvait pas avoir un autre fournisseur pour des chaussures de running. Donc Phil, qu'est-ce qu'il va faire quand il va aller voir cette usine au Mexique? Il va commander 3000 paires en cuir pour le football. Alors bien évidemment, pour se faire le plus discret possible, il cherche absolument une identité de marque complètement différente de ce qu'il avait déjà. Donc un employé de Blue Ribbon Sport va proposer le nom de Nike et ils vont demander à une étudiante d'art, Caroline Davidson, de créer du coup un logo représentant le mouvement. Donc elle a proposé le swoosh et elle a été payée pour ça, attention, 35 $, soit 2 $ de l'heure. À cette époque, ça se faisait. Carolyn, thank you. It's good to see you again. Who, as everyone here knows, invented the Nike swoosh and got paid the outrageous sum of $35 for it. We paid her $2 an hour, and I never thought she'd spend 17 and a half hours on the project. Ok. Phil, il n'est pas hyper convaincu, il n'est pas hyper fan de ce que les autres lui ont proposé, mais en fait, c'est une urgence et il est obligé d'accepter, donc il est parti pour Nike et pour ce logo. Il va donc commencer à vendre ses chaussures et bien évidemment, Onitsuka va la prendre et va complètement rompre le contrat pour les chaussures Tiger, les chaussures de running. Là, c'est un peu la catastrophe pour eux parce qu'ils se disent « Ok, en fait, personne connaît Nike. Tout ce qu'on a fait comme boulot dans le passé, ça tombe aux oubliettes parce que clairement, on n'a plus les chaussures Tiger. » Et c'est un peu la cata, ouais, parce que Nike, personne connaît Nike, comment on va faire pour s'en sortir? Il se fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas si la vie est bien faite ou si c'est le hasard complet, ou en tout cas, ils ont été sacrément chanceux. Parce que à ce moment-là, il y avait, c'était la fin des années 60, il y avait Steve Prefontaine, qui était un athlète de haut niveau, qui était en collaboration avec Adidas. Et il se faisait qu'à ce moment-là, ça se passait pas très bien, et que lors d'un championnat international, Steve a voulu boycotter complètement la marque Adidas et donc il a porté à la place des chaussures Nike. Et il se fait qu'à ce championnat, Steve a fait le meilleur record des 5000 mètres et qui portait à ce moment-là des chaussures Nike. Donc Nike en a profité à ce moment-là pour évidemment sauter sur l'occasion et proposer une collaboration avec Steve Prefontaine, donc c'était leur première collaboration. En contrepartie de porter des chaussures Nike, il recevait 5000 € par an et il lui offrait un appartement. Donc Steve a accepté, c'était donc le début du premier partenariat. C'est donc ce premier partenariat qui va aider Nike à vraiment se faire un nom dans le domaine de l'athlétisme. En 1972, Bill Bowerman va, sur un matinée lambda, se faire des gaufres et à un moment donné, il va avoir un eureka. Il va se dire, mais en fait, il faut absolument que je teste cette forme de semelle sur les Nike. Il va donc verser du caoutchouc liquide sur son gaufrier et c'est comme ça qu'il va créer les Moon Shoes. When you say waffle, it was literally made in a waffle, right? That we'd had a discussion with Bill Bowerman, the track coach that became my partner, and we said the running shoe hasn't had a new outer sole in 50 years. So he was thinking about it when he was driving back to Eugene, and on a Sunday his wife was making waffles, and he said, maybe that's it. And that was the start of the sole. And actually just this last year, the International Inventors Hall of Fame just named Bowerman as a member of their Hall of Fame for the waffle sole. Sa première apparition publique a eu lieu aux Jeux Olympiques à Munich en 1972 par le coureur Steve Prefontaine. Et petit fun fact, cette paire de chaussures a été vendue en 2019 pour la maudite somme de 437 500 $. En 1976, cet officiel Blue Ribbon Sport devient officiellement Nike Company. Cette année-là, il transforme du coup ses chaussures pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est un peu le début du marché du lifestyle et ça cartonne. C'est la première fois qu'une marque de sport pense à ça et c'est la première fois qu'une marque de sport clairement va chercher Monsieur et Madame Tout-le-Monde et c'est un move stratégique
absolument génial à ce moment-là pour Nike. Cependant, ils veulent quand même conserver une image sportive, une image sport pro, et ils cherchent du coup à faire une collaboration dans le milieu donc du sport pro pour vraiment mettre la vitesse supérieure et vraiment garder cette réputation de sportif. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler que Nike n'a pas du tout de budget et que clairement, Adidas, Converse à ce moment-là aussi, Puma, c'est vraiment les rois du marché et clairement, c'est difficile de faire sa place quoi, à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, ils ont une idée absolument magnifique de contacter un certain Michael Jordan, qui était à cette époque encore universitaire. Il était en passe à ce moment-là de se faire sélectionner par la NBA, mais c'était pas encore officiel. Et clairement, il allait avoir besoin d'un sponsor. Nike voulait absolument sauter sur cette occasion. C'était pas la grande star mondiale connue comme aujourd'hui, mais clairement, c'était une étoile montante et on en entendait beaucoup parler à ce moment-là. Il se fait que Michael Jordan, au début, il voulait pas du tout collaborer avec Nike parce que lui il était pro Adidas et il aimait bien Converse aussi. Il hésitait entre ces deux marques-là, mais en tout cas il voulait pas du tout Nike. Son agent va clairement sentir un petit peu qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de vraiment bien avec Nike et du coup il va organiser une réunion entre Michael Jordan et Nike. Là, Nike ils se sont dit clairement il faut mettre le paquet, il faut qu'on lui propose un truc de fou. C'est notre seule chance de l'avoir et clairement, il faut vraiment qu'on se démarque des autres. Ils vont donc proposer lors de cette réunion à Michael Jordan de non pas faire partie des gens qui représentent Nike, mais de créer une collection vraiment autour de Michael Jordan. Donc ces chaussures porteraient son nom et ce serait vraiment la signature de Michael Jordan. Ce serait vraiment des chaussures à son image, en son nom. Et ce serait vraiment du coup la nouvelle figure de Nike. Michael Jordan va évidemment adorer l'idée et ça va être le début de, je pense, la plus grosse collaboration qui existe dans le monde du sport, dans l'histoire de l'humanité du sport. C'était un peu la révolution du partenariat à ce moment-là, parce qu'en fait, Adidas et Converse et toutes ces autres marques, généralement, ils étaient en collaboration avec des équipes de foot ou des équipes de basket, pas du tout en collaboration avec une star, une personne vraiment en particulier. Et donc, c'était la première fois qu'une marque proposait une telle chose, et donc c'était complètement révolutionnaire à cette époque comme collaboration. En 1985, la première paire de chaussures de basketball Air Jordan a été lancée. Elle portait le numéro 23 de Michael Jordan et est rapidement devenue un succès instantané, évidemment. Apparemment, ces chaussures étaient interdites au NBA parce que les couleurs autorisées, c'était le blanc et le noir, et que ces chaussures étaient rouges. Et apparemment, Michael Jordan est arrivé du coup sur le terrain avec ces chaussures-là. Et ça fait un peu scandale, enfin ça a fait un peu un buzz. Et la NBA a fait un peu un scandale à Nike en disant que non, c'était juste pas possible. Et ça a fait le plus gros coup de pub, un des plus gros de Nike. Et apparemment, à chaque fois que Michael Jordan portait ses chaussures lors d'un match, il devait payer 5 000 € d'amende. J'ai pas trouvé l'info 100% fiable, donc je ne sais pas, ça reste une rumeur, ça reste une information qui n'est pas à 100% confirmée. Nike, il jouait très fortement aussi sur le fait que c'était des chaussures qui étaient interdites au NBA et ça a juste fait un carton, enfin tout le monde se l'arrachait, ça a été les chaussures les plus vendues à ce moment-là, c'était vraiment un coup de buzz gigantissime. Donc c'était vraiment encore une fois un bon coup stratégique de la part de Nike. Air Jordans, which we have right there. Right. Original Jordans. The good luck was that David Stern banned the color red on shoes. They had to be either white or black in the NBA. So we ran an ad that said banned in the NBA, and the sales just took right off. De manière générale, dans la culture populaire, Nike clairement a laissé son empreinte absolument partout. Déjà, en faisant des collaborations avec les plus grands, tout le monde voulait se l'arracher, ces chaussures. Donc on l'a bien vu avec Michael Jordan. On l'a bien vu au tout début de leur histoire quand ils ont voulu commercialiser ces chaussures pour monsieur et madame tout le monde et que ça a fonctionné. Mais encore aujourd'hui, ils font des collaborations avec les plus grands. Donc par exemple, Kanye West, par exemple, la marque de mode Dior. Et donc en fait, c'est par cette façon qu'ils ont vraiment réussi à être omniprésents dans la vie de tous les jours. Nike, ça a été aussi l'un des premiers à collaborer dans des films, par exemple Forrest Gump, ou par exemple Retour vers le futur 2, il me semble. Lassage automatique, waouh! C'est par cette façon qu'aujourd'hui, on peut clairement retrouver Nike absolument
partout et que c'est pas toujours dans le domaine des sports et c'est pas toujours pour des sportifs de haut niveau. Ils sont forts, ils sont très forts, ils ont toujours été très forts. Cependant, Nike n'a pas été sans controverse. Dans les années 90, début des années 2000, l'entreprise a été critiquée sur les conditions de travail assez précaires dans les usines de fabrication à l'étranger. Des enfants exploités, des enfants de 12-13 ans au travail forcé jusqu'à 15 heures par jour pour un salaire de misère. C'est en Chine, mais ce sont bien deux grandes marques américaines, Reebok et Nike, qui sont accusées par une organisation humanitaire de San Francisco d'employer ces enfants. En 1997, un premier scandale éclate en Indonésie. Il faut savoir que ça fait déjà 20 ans que Nike travaille de cette façon, donc toujours dans l'optique d'avoir des chaussures le moins coûteuses à la fabrication. En 1997, un journaliste va publier une photo d'un petit garçon en train de coudre le logo de Nike sur un ballon dans des conditions absolument crapuleuses. Ça fait donc un énorme scandale, comme je vous ai dit, et à savoir que les profits de Nike se sont complètement écroulés cette année-là. L'Amérique est écœurée. Les magasins se vident et les ventes s'effondrent. S'en est suivi des documentaires, des journalistes qui ont été sur place, voir un petit peu, et là, clairement, Nike, financièrement, ça n'allait plus. Il fallait se rendre à l'évidence, ils étaient obligés de réagir à ce moment-là, clairement. Les conditions de travail vont être améliorées dans les usines Nike au Vietnam et en Indonésie grâce à une meilleure ventilation des ateliers. Ils promettent aussi de ne plus engager de très jeunes employés, ce sera 16 ans minimum désormais pour les unités fabriquant des vêtements de sport et pour les usines de chaussures, ce sera 18 ans minimum car pour les chaussures, il y a les émanations toxiques de la colle et des solvants. Les salaires ne vont pas augmenter. 2 $ par jour au Vietnam, 1 $ en Indonésie. Le minimum vital pour cette région du monde est établi à 3 $ par jour, c'est-à-dire 18 francs. Depuis, Nike a clairement fait des améliorations, mais en 2010, un directeur de l'ONG Education for Justice est retourné à la rencontre des travailleurs Nike à Jakarta. On vivait dans un box en ciment de 9 mètres carrés. Il faisait plus de 37 degrés avec 100% d'humidité. La petite fenêtre ne permettait certainement pas de climatiser. Les rues à l'extérieur de la maison sont bordées de gouttières ouvertes, ce qui signifie que pendant la saison des pluies, tous les excréments flottent dans les rues et dans votre maison. Aujourd'hui encore, le vice-président des Ouïghours en France explique qu'il y a clairement absolument toutes les preuves qui montrent que Nike utilise le travail forcé des Ouïghours en Chine. Donc encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas, il y a beaucoup trop de polémiques qui sont en route et clairement, on peut dire avec certitude que Nike n'est pas du tout une marque éthique. En conclusion, l'histoire de Nike est assez extraordinaire. Ils sont partis de rien, ils ont été franchement à des sommets absolument incroyables. Et Nike a vraiment été un pionnier dans l'innovation des chaussures de running et dans le sport de manière générale. Et on peut dire aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un modèle de marketing et de stratégie commerciale absolument incroyable. Cependant, on est complètement au courant aujourd'hui que, comme je vous ai déjà dit, donc la marque n'est absolument pas du tout éthique, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Vraiment, les conditions de travail dans les usines ne sont pas du tout respectées et que ça a un impact absolument énorme sur ces populations qui travaillent pour nous. Donc, quelles leçons en tirer de Nike ? Est-ce que nous pouvons être admiratifs ? Est-ce qu'on doit complètement boycotter aujourd'hui Nike parce que ça va pas du tout les conditions de travail et qu'il y a beaucoup trop de choses à revoir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi votre avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si aujourd'hui vous achetez Nike en vous disant que clairement vous avez le droit parce que c'est les meilleurs dans leur domaine, ou est-ce que vous avez toujours ce petit truc intérieurement qui vous dit qu'il ne faut pas acheter Nike parce que clairement c'est pas du tout éthique et que ça craint. Voilà pour cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, c'est la première fois que je teste ce format-là. Ça a été compliqué dans le sens où il y a absolument beaucoup de choses à dire sur Nike. Je voulais rester aussi dans le domaine du sport parce que c'est mon domaine de prédilection. C'est pour ça que je ne me suis pas éternisée non plus sur les chaussures en elles-mêmes, sur les designs et ce que Nike a proposé toutes ces années. C'est compliqué aussi de choisir quelle info est la plus importante, quelle info je dois vous donner, quelle info je dois laisser sur le côté. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez bien aimé un petit peu comment je l'ai tournée, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi si vous avez une autre marque ou autre chose que vous voulez écouter, une autre histoire que vous voulez écouter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.